Christophe Mahé avec Il y a du soleil. Nous poursuivons ce 12-13 avec Maël qui est de retour en plateau avec son invité. Oui, nous sommes actuellement en compagnie de Erwan Ruti, ancien directeur de Media Lab 93 et auteur de Une histoire des banlieues françaises. Bonjour. Bonjour. Donc vous étiez journaliste avant d'être écrivain. Tout d'abord, devenir journaliste, est-ce que ça a toujours été une évidence pour vous? Au contraire, ça s'est fait comme ça? Ça n'a jamais été une évidence, ça s'est fait par hasard. D'accord. Je suis passé par le milieu associatif dans des activités qui relevaient plutôt de la coopération nord-sud, comme on dit, dans le milieu universitaire, d'échanges en gros entre des associations, pour le coup, de banlieues françaises avec des associations plutôt africaines. Et puis il se trouve que la fédération de maisons de quartier qui organisait ces voyages entre ces différentes associations de France vers l'Afrique et d'Afrique vers la France, éditait par ailleurs un journal mensuel qui s'appelait Pote à Pote. Donc c'était un lointain satellite de SOS Racisme, mensuel, donc 20 pages sur la vie des quartiers en France dans les années 90. Ça remonte à assez longtemps donc. Ils se sont rendus compte assez rapidement que j'étais peut-être plus doué pour ça que pour le reste que j'avais fait jusqu'alors dans leur association. Donc je me suis lancé dans le journalisme à écrire pour ce média. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans le métier de journaliste? C'était d'abord l'écriture? Vous appréciez écrire ou c'est le contact avec les gens, connaître leur histoire? C'était l'écriture et puis c'était la capacité que ça offre de pouvoir découvrir plein d'univers qu'on ne connaît pas forcément. Pour le coup, moi je ne suis pas de banlieue j'ai eu, grâce à ce journal-là, qui était un journal associatif, donc avec des règles, je dirais, assez souples, mais une équipe, l'air de rien, assez solide, avec une vraie production éditoriale tous les mois, de 20 pages, quand même quelque chose d'assez sérieux. Ils m'ont permis tout simplement, d'abord bénévolement, de travailler avec eux. Après, en étant payé par des moyens que je n'exprime pas ici, des moyens non officiels, et puis après des faibles revenus, du coup, des très faibles revenus, et puis après avec un petit SMIC au bout d'un certain temps, etc. Mais ils m'ont mis le pied à l'étrier pour apprendre le métier que je ne connaissais absolument pas. J'ai pas fait d'études de journalisme, mais effectivement j'ai plutôt une appétence pour l'écriture et du coup ça s'est assez rapidement bien fait et je suis resté, j'ai fait maintenant aujourd'hui je pense 1200 articles à peu près sur les banlieues, tout type de sujet possible, tout type de format possible et imaginable. Depuis cette époque-là, quoi. Et on peut revenir sur le fait que vous n'avez pas fait d'école de journalisme. Est-ce que vous pensez que maintenant, pour les journalistes aujourd'hui, c'est indispensable ou finalement il faut cette diversité de parcours? Il est indispensable qu'il y ait une diversité de parcours. Tant mieux si les gens, s'il y a une petite majorité de journalistes qui ont fait des écoles de journalisme dans les rédactions, mais je pense que au vu de la désaffection croissante vis-à-vis de l'information telle qu'elle est pratiquée depuis toujours, je pense que l'ouverture du recrutement est assez nécessaire. Or, il se trouve que de fait, il ne faut quand même pas se raconter d'histoire non plus, même si la grosse majorité des gens qui ont la carte de presse n'ont pas fait d'études de journalisme. Il se trouve qu'il y a quand même une endogamie, il y a quand même un milieu social particulier qui va se retrouver à faire cette profession, que ces gens-là aient fait les écoles de journalisme ou pas. Donc c'est pas parce qu'on ne fait pas d'école de journalisme que ça change un peu le recrutement. La vraie question, c'est la question du recrutement, la diversité du recrutement, la diversité des origines sociales des gens qui exercent ce métier. Parce que là, on revient d'une conférence de presse auquel vous avez participé sur la mort de Naël et les différents enjeux vis-à-vis de ce sujet. Et oui, selon le milieu social, on n'a pas forcément les mêmes chances, finalement. Alors, on n'a pas la même appréhension de la réalité. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que majoritairement, le milieu journalistique voit la réalité sur ce thème-là en particulier, mais c'est vrai sur la question de la paysannerie, enfin du monde rural, etc. aussi. Ça a été vrai à une époque, la question du monde ouvrier. Le milieu du journalisme ne recrutant que très peu dans ces milieux-là, fatalement, il y a un biais social de base. Donc, on peut le corriger par différentes manières.
la question du recrutement, c'est une des manières de corriger ce biais-là, c'est-à-dire d'avoir une diversité sociale dans les rédactions, c'est des gens qui viennent du milieu rural, du milieu ouvrier, du milieu des banlieues, etc. Et ça, c'est une des questions, c'est un des problèmes. Et c'est vrai que quand on traite la question des banlieues avec aucune appétence, aucune connaissance de ces questions-là, on ne voit que les événements extraordinaires et on les traite de manière extraordinaire. Or, ce qui moi m'a intéressé dans ce que j'ai pu pratiquer dès les années 90 dans ces médias au début associatifs, c'est qu'on avait autour de la table des gens de différents milieux sociaux, pour le coup, et beaucoup de gens issus des quartiers, mais pas exclusivement. Il y avait des professionnels du journalisme dont certains n'étaient pas issus de ces quartiers. Et on avait du coup dans les conférences de rédaction une pluralité de points de vue et de sujets qui sortaient sur le quotidien de ces quartiers, sur ce qui se passait chaque jour, et qui faisait qu'on avait un traitement qui n'était ni négatif ni positif. C'était pas le but de l'opération, c'était de montrer ce qui se passait pour de vrai dans les quartiers. Et souvent c'était négatif, faut bien le dire. La réalité est négative au sens où c'était dur, on relevait des choses qui étaient difficiles, qui étaient des vraies interrogations très compliquées. Donc voilà, c'est dire que puisque on est implanté dans un quartier et qu'on vient d'un quartier, on va avoir un traitement entre guillemets militant sur ces questions-là, c'est une supercherie, c'est totalement inexact. C'est juste qu'on va pouvoir faire naître et émerger certaines problématiques, certains sujets que on n'aurait pas pu faire naître, ne connaissant absolument pas ce territoire-là, c'est évident. Et là, après, si on revient sur le métier de journaliste, est-ce que vous avez exercé différentes facettes au lieu juste de la presse écrite, ou vous avez pu faire autre chose, de la télé? Alors j'aurais pu absolument tout faire. J'aurais pu tout faire. Je n'ai souhaité faire que de la presse écrite parce que c'est ça qui me plaît le plus. Mais il se trouve que j'ai monté moi-même une agence de presse après coup, que j'ai monté un Media Lab où on formait des porteurs de projets médias. Du coup, vous étiez ancien directeur de Media Lab 93. Est-ce que vous pouvez parler de ce média-là? Alors je vais en parler, mais tout ça pour dire que j'ai eu différentes expériences dans lesquelles j'ai pu côtoyer. J'aurais pu faire du podcast parce que c'est à un moment c'est devenu la mode, etc. La vidéo évidemment, j'en ai fait. Mon dernier emploi était réalisateur de documentaires, donc voilà. Donc j'ai fait de fait des choses assez variées, sans avoir été jamais formé pour les faire. Comme quoi la France est quand même assez ouverte pour certaines personnes. Donc voilà, le Media Lab 93, qui est la dernière expérience que j'ai eue, qui a été montée donc en 2016 à Pantin en Seine-Saint-Denis, était une expérience qui consistait à créer une sorte de tiers-lieu, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant, donc un espace où grosso modo on avait à la fois une pépinière associative et d'entreprise, à la fois une école qui s'appelait l'école du Lab, où on formait des porteurs de projets, notamment médias, mais pas exclusivement, c'était médias et culture. On avait un espace événementiel pour parler des projets qu'on portait et pour faire des rencontres, des débats, etc., etc. On produisait un tout petit peu de contenu aussi, et puis on avait une fonction de plaidoyer, c'est-à-dire de lobbying auprès de la presse grand public, auprès des institutions pour faire émerger cette question des médias dans les banlieues, etc. Donc ce tiers-lieu là où on avait beaucoup d'activités assez variées avait pour dénominateur commun, tous les gens qui étaient dans ce tiers-lieu avaient pour dénominateur commun d'être pour partie issus du milieu de la presse et pour légèrement majoritairement venaient plutôt du monde de la culture. Et il y a des passerelle entre ces deux milieux-là, et j'invite tous les journalistes ou futurs journalistes, d'ailleurs sans que je les invite, ils le font naturellement, mais à ne pas avoir les deux pieds dans le même sabot, mais être en capacité à aussi produire de la vidéo pour des films, des documentaires, etc., produire de la radio et faire beaucoup d'autres choses. Donc être polyvalent, c'est ce que vous... Il faut être polyvalent, et je pense qu'aujourd'hui les écoles de journalisme apprennent de plus en plus à la polyvalence. C'était moins le cas il y a 25 ou 30 ans. Maintenant c'est beaucoup plus le cas, on apprend beaucoup de techniques, des techniques les plus variées, et ça je pense que c'est une richesse, parce que de fait quand on est journaliste on a aussi envie
d'être entendu, que ce qu'on raconte ait un impact minimum. Or, on sait très bien que maintenant, pour parler des questions des quartiers sur lesquels je me suis spécialisé depuis 25 ans. Est-ce que vous avez sorti un livre du coup par rapport à ça ? Oui, j'ai sorti en 2020 un livre qui s'appelle Une histoire des banlieues françaises, qui raconte 50 ans de l'histoire des banlieues. Et d'une certaine manière, on se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, quand on écrit un livre ou quand on réalise un film, etc., on peut avoir un impact. On peut dire des choses, évidemment, de manière très différente et avoir un impact très différent de ce qu'on peut connaître quand on est journaliste. Je ne dis pas qu'on a plus d'impact, mais je dis c'est autre chose. C'est autre chose. Enfin, dans le cinéma, en tout cas, oui, dans le cinéma, grosso modo, on peut plus facilement avoir de l'impact. Et durant vos années à Media Lab 93, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Des rencontres, des souvenirs, une anecdote ? Alors le Media Lab 93, c'était une expérience assez inouïe parce que nos locaux étaient au sein de l'agence BETC de chez Havas, donc mastodonte de la communication qui n'a rien à voir avec le journalisme. BETC est la plus grosse agence de publicité d'Europe. Donc on était dans leurs locaux. Donc on bénéficiait de locaux qui étaient absolument exceptionnels, qui faisaient que grosso modo tous les gens des quartiers avec lesquels on travaillait depuis 20 ans avaient envie de venir, enfin pas tous, mais enfin beaucoup en tout cas avaient envie de venir travailler chez nous, et beaucoup d'autres gens qui n'étaient pas issus de ces quartiers, puisque les locaux étaient tellement incroyables et cet environnement était tellement incroyable qu'on a pu créer plus que partout avant une mixité sociale qui n'existe pas, j'ai envie de dire, ni dans les rédactions mainstream, grand public, des médias traditionnels, ni dans les petits médias dans lesquels nous étions, pour le coup, parce que nous, dans nos médias, il y avait une petite diversité, mais qui était quand même, on va dire, les gens des quartiers étaient très majoritaires, et on sentait une forme de ghettoisation, malgré nous. Et or, là, avec le Media Lab, du fait de la qualité exceptionnelle des lieux et de cette méga entreprise avec plusieurs milliers de salariés qui travaillaient dans le domaine de la communication, de la publicité, de l'influence, etc. On a pu créer nous-mêmes un endroit où des gens de plein d'horizons très différents ont pu se réunir, se rencontrer, monter des projets, et donc ça a été une expérience unique en France, je pense, en termes de mixité sociale dans le domaine de la communication et des médias et de la culture. Et comme vous étiez dans des locaux d'agences de publicité, est-ce que c'est grâce à eux que qu'ils ont financé votre média ? Du tout. Ah non. Absolument pas. Non, absolument pas. Au contraire, j'ai envie de dire, on payait le prix mètre carré au prix du loyer parisien de base. Donc on a pris des loyers excessivement chers, puisqu'on avait 700 mètres carrés. Donc c'était très 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 cher. Mais c'était la condition d'une certaine manière de sortie du ghetto pour nous. C'est par ce biais-là qu'on a pu bénéficier de la lumière qui allait naturellement à eux et de leur impact, et il faut les en remercier parce que d'une certaine manière on a attiré à nous des énergies et des moyens, y compris de subventions, que nous n'aurions jamais pu avoir, que nous n'avions jamais eu avant d'arriver chez eux. Donc même si le loyer était très cher, d'une certaine manière, on a eu plein de gens qui sont venus qu'on n'aurait jamais pu voir. On a soutenu plein d'initiatives qu'on n'aurait jamais pu soutenir. On a eu plein de moyens qu'on n'aurait jamais eu sinon. Et donc on a pu faire plein de choses d'événementiel en particulier et de production de contenu absolument incroyable qu'on n'avait jamais fait précédemment. Donc il y a eu quand même, on a fait des game jams, des réalisations de jeux vidéo en direct pendant 48 heures avec des rappeurs, etc. On a fait des tribunaux pour les générations futures, on a fait des événements hip-hop, enfin plein de choses très très variées, souvent en live streaming, des fois avec des interviews, des fois avec des débats, très souvent des choses assez riches. Et voilà, c'était une expérience qui a duré 6 ans, assez exceptionnelle. Et oui, et du coup là vous parlez au passé, ce média n'existe plus ? Ce Media Lab n'existe plus, il a fermé ses portes en 2022. Mais voilà, c'était, je pense, une expérience assez peu connue, qu'on aurait bien aimé pouvoir réaliser dans un média traditionnel. Mais les médias traditionnels ont toujours été hostiles aux initiatives un peu atypiques de ce genre. Et là, comme on est actuellement aux assises du journalisme, on le rappelle, quel message vous aurez à donner pour les journalistes à en devenir, les futurs journalistes et les étudiants en journalisme ? Eh bien, surtout que
Le message principal, c'est pour moi, ça serait qu'ils arrivent à rester fidèles à leur rêve d'enfant. Si c'est le rêve d'enfant, les emmener à cette école, à ce métier, qu'ils essaient de rester fidèles quoi qu'ils fassent, quoi qu'on leur demande de faire, et qu'ils ne perdent pas le nord. C'est-à-dire qu'ils essaient toujours de se souvenir. Voilà, c'est pas Peter Pan que je recommande, mais qui essaient toujours de se souvenir de leurs objectifs initiaux, et que quand on leur demande de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, et qui essaient toujours de se souvenir, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, et est-ce que je ne suis pas en train de me renier ou de... Voilà, il y a des choses qui ne sont pas marrantes des fois de faire, il faut les faire, et des choses qui parfois il ne faut pas faire. Donc toujours se souvenir essayer de rester soi-même. Ouais, et rester soi-même. Essayer de rester soi-même. Alors, rester soi-même, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que quand on est soi-même, on est d'une certaine manière à 15 ans, et on est différent à 30 ans, et encore à 45. Mais essayer de se souvenir de ce qu'on voulait, de ce qu'on voulait faire quand on a commencé. Très bien. Merci Erwan Rutty d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à vous, au plaisir. Et bonne journée. Merci beaucoup Erwan Rutty, merci Maël. Il est 13h sur Cité Radio, nous allons passer la main pour le sport sur 137. Nous, quant à nous, on se retrouve en direct ici au Vinci à 14h pour l'émission Journaliste en herbe avec le collège Jean de la Bruyère, et nous aurons pour invité Frédéric Launay, journaliste sportif à la Nouvelle République. Et puis à 15h, vous retrouverez Liga Morland qui parlera du sport en entreprise. Excellente journée à tous.